échographie cardiaque. C'est une séance qui est hybride. Il y a des gens qui sont ici dans la salle, donc je leur souhaite la bienvenue. Il y a d'autres qui sont en ligne, donc je vais être amenée à la présenter en étant assise. Comme ça, on pourra faire profiter nos collègues qui sont en ligne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une valvulopathie, je crois, très importante, assez fréquente, pas la plus fréquente, mais elle est quand même fréquente. Sous nos cieux, on la voit souvent à cause du rhumatisme articulaire aigu qui reste une cause assez fréquente en Tunisie. Donc, on voit beaucoup d'insuffisance aortique. Donc, c'est important de la connaître et surtout de savoir comment on peut faire la quantification et pour pouvoir indiquer à temps une chirurgie cardiaque. Donc, pour la définir, vous savez tous que c'est une... Là, je vais essayer... Est-ce que c'est mieux? D'accord, donc c'est un défaut d'étanchéité de la valve aortique, la valve qui ne se ferme pas correctement au diastole et qui va causer un reflux anormal du sang de l'aorte dans le ventricule gauche au milieu de la diastole. Donc c'est ça une fuite aortique, c'est une fuite diastolique. Donc là, ce qui se passe, c'est à ce niveau-là, au niveau de la valve aortique, qui va devenir inétanche. Et au lieu de se fermer correctement au diastole, elle va garder un diastasis. Il y aura un reflux de sang de l'aorte. الكدراج نتاع الكدراج مش مزيان شفتها عندي لا تشوفها وتقولي ما تصور ما يقلقش نقص الكدراج وبرا. Merci, Sihab. Donc là, on aura un reflux de sang de l'aorte dans le ventricule gauche en plein diastole. Merci. Et c'est ce qu'il fait, cette fuite aortique. Bien sûr, il y aura des degrés variables. Et le rhumatisme articulaire aigu chronique. Après, la maladie il y a la maladie amyloectasiante ou bien tout simplement une atteinte dystrophique que de la valve qu'on appelle la dysplasie valvulaire isolée, floppy valve syndrome. Ça peut être une atteinte congénitale, je vous rappelle qu'on peut avoir 2 cuspes. Rappelez-vous, la valve aortique est faite de 3 cuspes. Si on n'en a que 2, et ça c'est une pathologie qu'on peut avoir, c'est une anomalie, c'est une variante de la normale et qu'on peut vivre avec, alors qu'elle peut se dégénérer, cette bicuspidie, et elle peut causer des sténoses ou des fuites aortiques. Il y a aussi comme cause congénitale les patients qui ont des CIV et qui, si cette CIV est toute petite et elle est sous-aortique, elle est périmembraneuse, elle va causer un flux important qui va prendre avec lui une des cuspes aortiques, ça va causer par effet Venturi, ça va causer une fuite aortique par prolapsus d'une des cuspes aortiques à cause du flux du CIV. Et puis, il y a les rétrécissements aortiques sous-valvulaires aussi qui vont causer une turbulence importante dans la chambre de chasse et qui vont pouvoir causer des fuites aortiques secondaires. Il y a des causes inflammatoires, comme dans les spondylocytes ankylosantes, la maladie de Takayasu, on peut avoir une atteinte aortique qui va donner des fuites aortiques. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est ce que peut donner un rhumatisme articulaire aigu. Rappelez-vous, le rhumatisme articulaire aigu, il donne une fusion des commissures, comme sur la valve mitrale. Il va causer une rétraction des valves et ça va rendre la fermeture et l'étanchéité de la valve aortique très difficile, ce qui va causer ce diastasis qui fera la fuite aortique. Souvent, en cas de rhumatisme articulaire aigu, on aura une maladie aortique. Du coup, la valve, elle s'ouvre mal et elle se ferme mal aussi. Donc, souvent, c'est une maladie aortique. C'est rare d'avoir une IA isolée dans le cadre de rhumatisme articulaire aigu. La maladie de Marfan, que vous connaissez
c'est une atteinte du tissu conjonctif qui va donner cette hyperlaxité ligamentaire, cette taille anormale de ces patients et qui vont avoir une dilatation de leur aorte ascendante, une atteinte du tissu conjonctif et qui va causer une fuite aortique. Il y a la bicuspidie aortique. On a dit que la valve aortique normale, elle est faite de 3 cuspes. Si elle est faite de 2 cuspes seulement, on va avoir une bicuspidie aortique qui risque de dégénérer, de se calcifier et de donner une fuite ou une sténose ou une maladie aortique. Le brépédie dont on a parlé tout à l'heure, c'est la CIV périmembraneuse qui va, par effet Venturi, donner une fuite aortique de degré variable selon le gradient qui existe entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Par contre, les étiologies aiguës sont différentes. Vous savez qu'une endocardite infectieuse, si elle délabre la valve aortique, elle va donner une fuite aiguë. Ça peut être traumatique, que ce soit par un accident de la voie publique, un accident surtout des plongées, ou bien lors d'un cathétérisme qui est quand même rare. Il y a la rupture d'anévrisme de Valsalva. L'anévrisme de Valsalva reste quand même une pathologie congénitale, mais sa rupture peut être aiguë et peut donner une fuite aortique aiguë. Et puis la dissection de l'aorte, qu'on verra par quel mécanisme cette dissection de l'aorte pourra donner une fuite aortique. L'échographie Doppler, donc, elle est au centre de cette pathologie parce qu'elle va nous permettre de confirmer le diagnostic, d'apprécier le mécanisme, de quantifier la fuite, son importance, de voir le retentissement sur les cavités gauches, sur le ventricule gauche, sur la pression pulmonaire, et puis elle va évaluer le degré de dilatation de l'aorte ascendante. Donc, chaque fois que vous êtes devant un patient qui est suspect d'insuffisance aortique et que vous allez faire l'échographie cardiaque, vous devez répondre à ces 5 questions. C'est important. C'est une IA, oui, mais quel mécanisme, quelle étiologie, son importance, l'évaluation de l'importance, et puis le retentissement sur le ventricule gauche, la PAPS. Et il ne faut jamais oublier de voir l'aorte, les diamètres de l'aorte. On verra que l'indication dépendra énormément de cette aorte ascendante. Toujours, on commence par le bidimensionnel, et j'insisterai jamais à dire, franchement, prenez votre temps dans le 2D. Dès que vous mettez la sonde, vous voyez l'échographie cardiaque, regardez, prenez votre temps à regarder et la valve aortique, mitrale aussi, même si vous êtes devant une suspicion de problème aortique vu un souffle, mais regardez les 2 valves, regardez l'aorte, regardez le ventricule gauche, le ventricule droit, prenez votre temps. Le 2D, c'est un temps extrêmement important. Et ça va vous permettre de prendre des arguments qui peuvent être indirects. Franchement, il n'y a pas de signe direct de la fuite, mais c'est important de les chercher. On peut carrément regarder ce diastasis ticus. C'est exceptionnel, mais on peut le voir. On voit ce trou entre les 3 cuspes quand elles se ferment. Il y a un trou au centre qui prédit qu'il y a une fuite derrière. On peut voir carrément le prolapsus d'un des sigmoïdes, une inversion d'une ou plusieurs sigmoïdes dans la chambre de chasse. Vous pouvez carrément voir une déchirure, un délabrement de la valve. Rien qu'en 2D, vous pouvez voir un aspect d'une valve délabrée ou déchirée. C'est important. Là, qu'est-ce que vous voyez? On est sur quelle coupe? On est sur une coupe parasternale au grand axe. Ce que vous voyez, sur cette sigmoïde, elle se prolabe. C'est un prolapsus de la sigmoïde antérieure. Vous voyez qu'elle n'est pas sur la ligne. Je reviens sur l'image. Voilà. Elle ne se coapte pas, elle ne se ferme pas sur la ligne où on a l'anneau aortique. Elle se coapte un peu en bas, cette sigmoïde antérieure, et ça prédit qu'il y a un prolapsus. Donc, rien qu'en 2D, on s'attend à avoir un problème sur la valve aortique et probablement un problème de fuite. Ici, qu'est-ce que vous voyez? La valve aortique, elle est tricuspide, vous êtes d'accord? Mais quand elle se coapte, qu'est-ce qu'elle garde au centre? Là, sur une coupe figée, on voit ce petit trou noir, ce diastasis, cette partie qui n'est pas complètement coaptée de la valve aortique et qui va donner une fuite aortique derrière, comme vous voyez sur cette coupe. Ici, on est sur quelle coupe? Une parasternale, petit axe centré sur l'aortique. On fait un agrandissement, on est en zoom. On regarde très bien ce cycle de Mercedes, la valve aortique, elle est tricuspide. Elle est quand même remaniée avec ce petit trou au centre qui va donner cette fuite aortique. Le temps mouvement, c'est vrai aussi, il ne donne pas un élément direct de la fuite, mais ça peut donner des éléments indirects
qui peuvent attirer votre attention. Le fluttering de la valve mitrale, c'est un signe indirect, ce sont des vibrations de la grande valve mitrale lors de la diastole, parce qu'elle va être sujette surtout quand la fuite aortique est excentrique, ou qu'elle est très importante et qu'elle vient sur la grande valve et qu'elle va rendre cette valve, elle tremble sous cette fuite aortique. Donc regardez ce qu'on peut voir, regardez ici, c'est une grosse fuite aortique, mais qui est aussi excentrique. Elle ira jusqu'à la grande valve mitrale et va donner cet aspect en mouvement, un aspect de fluttering, c'est les deux valves ici, la mitrale, l'antérieure et la postérieure, parce que la fuite est importante. Quand la fuite est moins importante, c'est plutôt la valve antérieure qui va faire ce mouvement de tremblement, c'est le fluttering de la valve mitrale antérieure. Le Doppler, maintenant, le Doppler, c'est lui qui va nous permettre de faire le diagnostic directement. Mais là, il faut multiplier les incidences. La parasternale grand axe, la parasternale petit axe, 4 cavités, 3 cavités, 5 cavités suprasternales. Quand on est en IAO, il faut vraiment multiplier les incidences pour vérifier la présence et la quantification de cette fuite aortique. Donc, il faut maîtriser toutes ces incidences. Si on commence par le Doppler couleur, ça va nous montrer justement sujet holodiastolique, un mosaïque couleur aliasée qui naît des sigmoïdes aortiques qui va dans le ventricule gauche. Donc, c'est typiquement le flux d'insuffisance aortique. Vous pouvez le voir en temps mouvement. Si vous faites un tir temps mouvement sur un parasternal grand axe au niveau de la chambre de chasse, vous pouvez voir sujet rectangulaire holodiastolique. Donc là, c'est en couleur de cours. Bon, tant pis. Et si vous mettez le temps mouvement, vous allez voir sujet rectangulaire en mosaïque couleur au niveau de la chambre de chasse qui prédit qu'on est devant une fuite aortique sans pour autant dire son importance. Là, il faut, comme on a dit, il faut multiplier les coupes. Et là, on est sur une coupe apicale 5 cavités. Là, vous allez mettre la couleur. Vous voyez ici, on a une petite flamèche, une petite fuite aortique. Dans ce cas particulier, c'est une fuite qui est modérée. Et ici, c'est une fuite qui paraît beaucoup plus importante. Donc, rien qu'en regardant la couleur de la fuite du jet, on peut avoir une estimation, mais ça reste quand même une estimation visuelle qu'il faut savoir objectiver cette estimation et cette évaluation derrière. Le Doppler pulsé n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous mettez un flux Doppler pulsé sur la valve aortique en 3 cavités ou en 5 cavités coupe apicale, vous allez voir ce flux holodiastolique de part et d'autre de la ligne de base. C'est un phénomène d'aliasing lié aux vitesses très élevées de ce flux. Donc, vous n'allez pas pouvoir trouver un seul flux. Ça va être systolique et diastolique. Regardez. Si vous avez l'occasion de mettre un Doppler pulsé, mais il n'a pas beaucoup de sens dans le diagnostic, ni surtout dans l'évaluation de la fuite aortique. Une question? On a des gens en ligne. Il y a une question? Ok, sinon, prière de fermer les micros s'il n'y a pas de questions sur le champ. En Doppler continu, et là, on met le Doppler continu, surtout en 5 cavités ou en 3 cavités, au niveau des sigmoïdes aortiques pour chercher ce flux Doppler. C'est un Doppler continu qui va nous permettre de voir ce flux holodiastolique turbulent de vélocité très élevée. Sa vitesse protodiastolique, elle dépasse 3,5 mètres par seconde. Il est positif en voie apicale, parce que diastolique, ça va de l'aorte dans le ventricule gauche, ça va de soi. Donc, et même l'intensité du Doppler, elle peut varier si la fuite est intense ou la fuite, elle est modérée. Par contre, ici, il faut savoir que cette vélocité maximale de la fuite n'est pas proportionnelle à la gravité de la fuite elle-même. Ce qu'on est en train de voir, c'est à cause de la différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte. Donc, tout ce qui va changer les pressions, tout ce qui va changer les conditions de charge, et
un argument fort pour évaluer les conditions de charge. Il sera modifié selon la modification des conditions de charge. Maintenant, les permettre de connaître les mécanismes en 2D, ça permet de on peut savoir comme on a vu tout à l'heure. Et aussi, on a 3 types d'insuffisance de la valve aortique. Si la valve aortique, elle est de mobilité normale, c'est une valve qui bouge normalement, ça peut être une fuite à cause de la dilatation de l'anneau, à cause d'une perforation aortique par endocardite ou autre. Donc là, c'est le type 1. Quand la mobilité valvulaire, elle est plutôt exagérée, elle est augmentée, c'est dans le cas où on a un prolapsus, on a un excès de tissu, ça peut être un prolapsus d'un cuspe. Et le type 3, quand la mobilité valvulaire, elle est réduite, c'est une valve qui bouge parce qu'elle est sclérosée, parce que peut-être ses commissures sont soudées. C'est le cas de l'ARA, c'est le cas de calcification massive. Ça peut être l'endocardite infectieuse avec sa végétation. Ça va donner un type 3. Donc, on a une fuite par type 1, mobilité normale, une fuite par type 2, mobilité exagérée, une fuite par type 3, mobilité plutôt réduite, qu'on devrait quand même préciser par l'échographie cardiaque. Là, je ne reviendrai pas. Dans le type 2, c'est clair, quand la mobilité est exagérée, c'est plutôt les prolapsus. Le type 3, c'est la restriction, comme dans le rhumatisme articulaire aigu. Et je vous ai dit, c'est souvent associé à une répression aortique, souvent une maladie aortique. Pour le type 1, il y a différentes variables. On parle de 4 types dans le type 1. Ça peut être tout simplement un mouvement normal parce qu'on a une dilatation de l'anneau, une dilatation de l'aorte elle-même ou un trou sur la valve, comme le cas de l'endocardite infectieuse. Les degrés de calcification aussi, c'est à préciser. Il n'y a pas de calcification, c'est grade 1, grade 2 quand il y a petits amas calcaires, grade 3 quand on a quand même des calcifications de taille significative qui arrivent à gêner la mobilité valvulaire. Et le type 4 ou le grade 4, quand franchement les calcifications prennent toute la valve. Et en ce moment-là, d'ailleurs, on aura du mal à dire que cette valve franchement calcifiée avait une étiologie rhumatismale ou dégénérative ou autre, même pas une bicuspédie, on peut ne pas le savoir. Si la valve elle est franchement calcifiée, elle est grade 4, on aura du mal à identifier la cause de cette valvulopathie initiale à cause de calcification massive. Donc là, dans l'étiologie, c'est vrai, il faut regarder l'atteinte des sigmoïdes aortiques, ça peut être rhumatismal, endocarditique, inflammatoire, ou génital, traumatique ou dysplasique. Mais il faut aussi regarder la paroi de l'aorte. On a dit, il ne faut jamais oublier dans une évaluation de fuite aortique de ne pas regarder l'aorte. Est-ce qu'elle est dystrophique, cette aorte? Est-ce qu'il y a un anévrisme du sinus de base alpha? Est-ce qu'il y a une dissection aortique? Il y a une dilatation anévrismale de l'aorte? Il faut vraiment la chercher et l'identifier. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Pardon? C'est une coupe? C'est une coupe parasternale grand axe. Qu'est-ce qu'on voit sur cette coupe, mademoiselle? Il y a déjà une atteinte de 2 valves. On voit que la mitrale aussi, elle est remaniée du point de calcif avec une fuite aortique, donc très bien. Là, c'est une atteinte fibreuse. Les valves sont fibrosées, rétractées, calcifiées avec plus ou moins un rétrécissement aortique, comme je vous ai dit, dont le rhumatisme articulaire aigu, c'est associé. Et là, il y a une atteinte mitrale. Vous l'avez très bien remarqué ici, il y a une atteinte mitrale associée parce que dans l'ARA, souvent, il touche plus qu'une valve. Souvent, il faut regarder l'autre valve parce qu'elle doit être atteinte. La même chose, si vous avez une atteinte valvulaire mitrale, et si vous suspectez le rhumatisme articulaire aigu, bien regarder, il faut bien regarder l'aortique, la tricuspide, parce que le RA peut toucher plus qu'une valve en même temps. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? On est en lutéo, on est en lutéo. Vous voyez, ça c'est une coupe aorte VG, ça c'est l'aorte, ventricule gauche, l'oreillette gauche. Là, on est en lutéo. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois, mademoiselle? Qu'est-ce que vous disiez? Bravo. Du côté du versant ventriculaire, il y a une image surajoutée. Il y a un délabrement de cette sigmoïde aortique. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'endocardite infectieuse ici. C'est une valve qui est déchiquetée, c'est une valve qui a quand même un trou sur cette valve avec des images surajoutées qui peuvent prédire une
endocardite infectieuse avec une perforation, des végétations sur la valve aortique qui explique la fuite importante que vous voyez ici. Hein. C'est une grosse fuite aortique importante à cause de cette valve déchiquetée, délabrée et atteinte associée à des végétations, de grosses végétations. D'accord? Maintenant, il y a une cause inflammatoire. Hein. N'oubliez pas une cause inflammatoire qui peut être vue à l'échographie cardiaque, qui a un diagnostic différentiel de l'endocardite infectieuse sur l'endocardite de Liebman-Sachs. Quand on voit une végétation sur une valve qui n'a pas le contexte infectieux, mais un contexte inflammatoire dans le cadre de l'EPUS, de Takayasu ou de syphilis, on peut trouver une végétation, mais qui est une végétation aseptique dans le cadre de Liebman-Sachs. Là, on peut le voir, et ça peut causer aussi des fuites aortiques. Il y a les atteintes valvulaires isolées, ce qu'on appelle dysplasie valvulaire isolée, les valve disease. C'est souvent associé à une dystrophie de la mitrale, de l'aortique et de la paroi de l'aortique. C'est souvent dans le cadre de maladie de Marfan. Donc là, regardez sur cette image, c'est une valve qui donne une fuite. Regardez la fuite. C'est quoi la particularité de cette fuite? Très excentrique. Elle est importante, mais très excentrique, hein, parce que là, c'est à cause d'un prolapsus de cette valve qui est dysplasique. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle est importante, cette fuite, sur une coupe parasternale grand axe. Elle prend quand même origine au niveau de la sigmoïde antérieure et elle va jusqu'à la valve antérieure mitrale. Si on fait en terme, on va voir le fluttering de cette grande valve. C'est une fuite excentrique à cause d'une dysplasie de la valve mitrale avec un prolapsus de la sigmoïde antérieure. Ça peut être traumatique, comme on a dit. Congénital, il faut bien regarder la valve. Hein, il faut avoir 3 cuspes, ça peut être 2. Rarement, il y a des quadricuspidies. Moi, j'en ai jamais vu. Hein, ça existe. C'est rare. Vous pouvez trouver 4 cuspes au lieu de 3, ou bien le lopéripidie, ou bien la Raus ou valvulaire. Là, j'ai une image de la littérature de 4 valves. Je ne sais pas si ça apporte bonheur ou non, comme le trèfle à 4. Je sais que le trèfle à 4, ça porte bonheur, mais trouver une valve aortique à 4, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. J'espère que vous le voyez dans votre carrière. Ça a l'air d'être très, très curieux et de très belles images et que peut causer quand même des dommages, des fuites aortiques et des sténoses aortiques. La bicuspidie aortique, là, vous voyez que 2 cuspes, hein, ils ne sont pas 3. Il y a pas mal de types de bicuspidie aortique. Hein. Là, on est dans un type 1 classique, on a le raphet médian qui ne se voit pas presque pas. Et là, on a 2 cuspes qui squattent mal et qui vont causer une fuite aortique. Et puis, il faut regarder la paroi, la dystrophie de l'aorte ascendante. Il faut regarder l'aorte ascendante qui peut être anévrismale. On peut avoir un anévrisme isolé, idiopathique, et ça peut être inclus dans des maladies de tissu conjonctif, comme la maladie de Marfan, comme les larves d'Anlos, qui peuvent donner une atteinte du tissu conjonctif. Ça donne une insuffisance aortique par dilatation de l'anneau et par lésion de la paroi aortique. Donc, de quel type? De type 1, bravo. Donc là où la mobilité, elle est normale, mais c'est juste l'anneau qui est très dilaté à cause de la dilatation aortique. Et si cette dilatation dépasse les 55 mm au niveau de l'anneau, on appelle ça une maladie annulo-ectasiante. C'est qu'il y a une atteinte de l'anneau et de la paroi. Donc là, c'est la définition de la maladie annulo-ectasiante. Regardez cette aorte sur cette coupe parasternale grand axe. Hein. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est un vrai ballon de rugby. Hein. Tout ça, c'est l'aorte. Hein. L'oreillette gauche, elle est là, elle est à peine visible parce qu'elle est écrasée par cette grosse aorte qui est extrêmement dilatée. L'anneau aussi est dilaté. Hein, et quand on fait le mode Doppler en couleur, regardez cette fuite aortique centrale. Hein, c'est par dilatation, c'est par défaut de coaptation de cette valve qui est aussi dysplasique et importante. Donc, chaque fois que vous êtes devant une évaluation de la fuite aortique, il faut regarder l'aorte ascendante. Il faut prendre les mesures de l'aorte au niveau. Il y a 4 valeurs à voir. Il faut voir l'anneau aortique, c'est ce premier diamètre, le diamètre numéro 1. Il faut voir au niveau des sinus de Valsalva, ce diamètre du sinus de Valsalva. Il faut regarder le diamètre au niveau de la jonction sinotubulaire. Il faut regarder la partie proximale de l'aorte ascendante. Donc, il faut noter sur votre compte rendu les 4 valeurs de l'aorte ascendante, du diamètre de l'aorte. Normalement, sur un parasternal grand axe, il faut piquer un tout petit peu pour dégager l'aorte. Hein. Sinon, en UTO, on fait très bien ces mesures parce qu'on a une très belle vision sur la coupe VG aorte de l'aorte initiale. Les valeurs normales, là, quand vous voyez les valeurs absolues, homme-femme, c'est un peu différent. On a l'impression que les hommes
ont des valeurs plus importantes, mais si vous indexez, c'est pratiquement la même chose entre hommes et femmes. Il faut juste indexer par rapport à la surface corporelle de ces patients-là. Et vous allez les valeurs normales de 13 indexées au niveau de l'anneau, au niveau du sinus de Valsalva, 17, 18, 15 au niveau de la jonction sinotubulaire et pratiquement 15 ou 16 chez la femme, partie proximale de l'aorte ascendante. Ce sont des valeurs à connaître pour pouvoir dire je suis devant une aorte dilatée ou non. Comme je vous ai dit, si vous indexez, vous allez oublier la différence entre femme et homme, c'est pratiquement 1 millimètre près. Mais en valeur absolue, il faut connaître les valeurs homme-femme parce qu'ils ne sont pas les mêmes, ils sont quand même un peu différents. Il y a l'anévrisme de sinus de Valsalva, comme c'est une atteinte congénitale, comme je vous ai dit, il est extrêmement rare. Hein. Moi, réellement, j'en ai vu un cas depuis ma carrière, j'en ai vu un cas, ça reste longtemps asymptomatique, et quand il se rompt, souvent sa rupture dans le ventricule gauche donne cette fuite aortique importante, c'est une fuite aiguë, et que vous allez voir une image très particulière à l'échographie cardiaque. Là, c'est une image, ce n'est pas notre cas du service, hein, c'est un cas ancien où je n'ai pas trouvé les images. Vous voyez, regardez ici, on est sur l'aorte, ça c'est l'aorte ascendante, sinus de la jonction sinotubulaire. Et regardez le sinus de Valsalva, regardez ici, c'est un sinus normal, ici c'est un sinus qui est très dilaté, hein, une dilatation très importante, anévrismale. Et ce que vous voyez au centre, cette image blanche, c'est thrombus. Là, ce n'est pas un sinus rompu, c'est un sinus de Valsalva qui est anévrismal et qui siège d'un thrombus à l'intérieur. Donc regardez tout ça, c'est un sinus de Valsalva. Hein. C'est une image de la littérature, comme je vous ai dit. Le cas qu'on a eu dans le service, c'était une fuite de sinus de Valsalva dans le ventricule gauche et ça a causé une grosse fuite mitrale et le patient a été opéré en urgence. La dissection de l'aorte, pour donner une UIA, c'est clair, ça doit être un type A de Daly, un type 1-2 de Debacke. Donc, pour dire qu'il va donner une UIA, il faut que ce soit la partie initiale de l'aorte. Et ça peut être secondaire à 3 mécanismes. Ou bien c'est une dislocation de l'anneau qui va causer cette fuite, ou bien c'est un prolapsus ou un capotage valvulaire, hein, c'est la paroi valvulaire qui était atteinte par la dissection, il y a une perte du support, donc la valve va être atteinte par la dissection, ou tout simplement une invagination du voile intimal, hein, qui est mobile, qui est flottant dans la lumière du vrai chenal, et qui va passer à travers les cuspes, qui va causer une fuite aortique. Donc, il y a 3 mécanismes de fuite aortique dans une dissection de l'aorte. Bien sûr, le diagnostic, il est souvent fait quand on voit cette flappe de dissection, même en ETT, mais franchement, l'ETO, il est incontournable dans le diagnostic de dissection de l'aorte. Il faut impérativement faire l'ETO, qui va nous permettre de voir le point, le début de la dissection, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine. L'ETO est incontournable. Donc là, regardez cette image. Hein, c'est qui peut l'interpréter? On est en ETO, vous êtes d'accord? Coupe VG aorte, vous êtes d'accord? Donc, valve mitrale, oreillette gauche, ventricule gauche. Ici, c'est l'aorte. Qu'est-ce que vous voyez de pathologique et d'anormal? Donc, déjà, l'aorte, si vous remarquez, elle est quand même dilatée à vue d'œil. Hein. Elle fait autant que le ventricule gauche. Après, vous avez cette image serpigineuse à l'intérieur de l'aorte. C'est quoi? C'est le flap intimal. Ce n'est que le flap intimal, c'est la paroi qui est clivée à cause de la dissection et qui se balade à l'intérieur de l'aorte, faisant par faux chenal, vrai chenal. Et si vous faites la couleur, vous allez voir cette fuite aortique. Ici, c'est quoi le mécanisme à votre avis? On le voit ici. Hein. C'est l'invagination de la flappe intimale. C'est la flappe intimale qui vient entre les deux cuspes et qui entrave la fermeture de la valve aortique et qui permet cette fuite aortique importante. Et le faux chenal, la vidéo manque. Bon, tant pis, on ne peut pas y aller. D'accord? Maintenant, il faut quantifier cette fuite aortique. Une fois on fait le diagnostic, on a pratiquement l'étiologie. Hein, là, il faut dire est-ce que je suis devant une fuite aortique importante ou non? Et là, il faut la quantifier. Il y a des paramètres au Doppler, des méthodes semi-quantitatives, des méthodes quantitatives. Et surtout, n'oubliez pas de voir le retentissement sur le ventricule gauge et les pressions artérielles pulmonaires.
il y a les paramètres qualitatifs, c'est juste l'extension du jet de régurgitation, la densité du signal Doppler, qu'on a parlé tout à l'heure, l'effet de l'IA sur les pressions VG et le remplissage, et le flux aortique au niveau de l'aorte descendante. Donc là, pour l'extension du jet, c'est une manière ou méthode ancienne avec laquelle on fait l'estimation de la fuite aortique. On fait un Doppler couleur et on regarde où est-ce que ça arrive. Si ce Doppler couleur arrive juste sous les sigmoïdes aortiques, on dit que c'est un grade 1, c'est un type 1. Au niveau de la grande valve mitrale, jusqu'à on regarde de la valve mitrale, c'est un type 2 ou un grade 2. Et puis, s'il arrive jusqu'à le bord libre de la grande valve au niveau du portage, c'est un grade 3. Et s'il arrive jusqu'au pilier ou carrément la pointe du VG, c'est un grade 4. C'est vraiment une estimation visuelle qui est très peu utilisée, vu maintenant les moyens quantitatifs qu'on a. Il faut bien sûr multiplier les incidences et c'est franchement très mal corrélé avec l'hémodynamique parce qu'on peut avoir une IM qui paraît importante en matière de flux. C'est tout simplement hémodynamique par différence de pression, alors qu'en estimation objective, elle ne va pas être une grosse IM réellement. L'intensité du signal Doppler, on l'a dit, le Doppler continu. Quand on a une grosse fuite, ça entraîne un signal plus intense, plus sombre, plus homogène, mais ça reste aussi variable selon les pressions de remplissage. Et puis, si on a un élément important et qui va nous permettre d'évaluer de façon indirecte la fuite aortique, c'est le débit cardiaque. Et là, je vous rappelle, pour un débit cardiaque qui dépasse les 8 litres par minute, ça prédit que vous êtes devant une fuite aortique importante. C'est par augmentation de vitesse maximale du flux antirograde, parce que je vous rappelle, le flux sanguin qui vient de l'oreillette gauche, en diastole, le remplissage se fait à travers l'oreillette gauche. Donc, il y a une quantité de sang de l'oreillette gauche qui vient dans le ventricule gauche en diastole, mais associé à ça, il y a une partie de sang qui fait le reflux de l'aorte dans le ventricule gauche. Cette quantité supplémentaire passera en systole à travers l'aorte. Donc, on aura la quantité initiale avec la partie régurgitée dans la diastole ultérieure et ça va donner une augmentation du débit cardiaque. Plus cette quantité est importante, plus le débit cardiaque augmente. Si le débit cardiaque dépasse les 8 litres minute, c'est qu'on est devant, franchement, une fuite importante. Ça prédit la quantité de sang régurgité. Comment faire le calcul du débit cardiaque en échographie cardiaque? Je crois que vous avez eu ça. Il n'y a pas beaucoup de mesures à prendre, c'est simple. Vous allez prendre le diamètre de la chambre de chasse, prenez-le en parasternal grand axe, vous zoomez un peu sur la chambre de chasse, vous prenez l'étivé sous-aortique en Doppler pulsé, vous serez en 3 ou en 5 cavités, votre Doppler pulsé dans la chambre de chasse, et vous allez prendre cet étivé, et puis la fréquence cardiaque, et si vous multipliez, excusez-moi, si vous multipliez les 3 valeurs, donc vous allez trouver débit cardiaque, c'est pi, fois le diamètre de la chambre de chasse au carré, sur 4 fois l'étivé sous-aortique, fois la fréquence cardiaque. Et vous aurez le débit cardiaque. C'est un calcul que la machine le fait très bien. Vous donnez les 3 valeurs, et elle va vous faire le débit cardiaque. S'il dépasse 8 litres par minute, on est devant une ligne importante. Et puis là aussi, il y a autre chose à regarder, c'est l'effet de l'IA sur les pressions de remplissage ventriculaire gauche. Donc là, si vous voyez le spectre de l'IA, ça reflète réellement le gradient entre le VG et l'aorte. Si vous avez une insuffisance aortique importante, donc là, il y aura une diminution du gradient, il y aura une augmentation de la PTD-VG, une diminution de la pression artérielle diastolique. Ce que je viens de dire, qu'est-ce que cela veut dire? Regardez les courbes de pression en haut, en bas, c'est ce qu'on va voir sur le Doppler continu sur la valve aortique. Donc, si vous avez une petite IA, il n'y aura pas de différence de la pression diastolique et vous allez avoir cette courbe avec une PHT qui est pratiquement de 400. PHT, c'est la pression, c'est la pression, le temps pour avoir 50 ans. Pour une IA qui est un peu plus importante, la PHT va être beaucoup plus réduite parce qu'il y a quand même une diminution de la pression diastolique ventriculaire gauche. Et si vous avez carrément cette augmentation importante de la PTT-VG, ici c'est une petite augmentation, une augmentation importante en cas d'IA importante, si la PTT-VG augmente, il y aura une réduction de cette différence de pression et on aura un gradient ici, une courbe plutôt beaucoup plus raide et la PHT sera inférieure à 200. Et ça prédit qu'on a vraiment une IA assez importante. Attention, il n'y a pas seulement que l'IA, ici, c'est les pressions qui prédisent cette courbe. Et ça peut être une différence de pression, une augmentation de la PTD-VG pour autre chose que vous donner cette courbe raide, alors que ce n'est pas réellement la fuite.
Donc, regardez, dans des conditions de charge normales, si la fuite est minime, vous allez avoir une pHT comme ça, donc ça va être aux alentours de 400. Si elle est plus importante, la courbe va être encore plus raide et la pHT va être plus importante. Donc là, si elle est inférieure à 200, ça peut prédire une insuffisance aortique importante. Je reviens à dire, c'est des pressions, les conditions de charge sont normales et la PTDVG, elle n'est pas atteinte par autre chose. Donc, les sources d'erreur, c'est toute variation de conditions de charge, troubles de remplissage, la contractilité. S'il y a une lésion valvulaire associée, un rétrécissement aortique, une insuffisance mitrale, on ne peut pas prendre en considération la PHT. Ça entraîne une surestimation de la fuite, alors que c'est à cause de différences de pression. Il faut regarder dans l'aorte ascendante. L'insuffisance aortique va entraîner un reflux diastolique dans l'aorte, on l'a dit, et ça va être enregistré en échographie par voie suprasternale après la sous-clavière gauche. Et là, on va regarder et la morphologie et la vélocité de ce flux qui quand même reste variable s'il y a un obstacle au niveau de la voie aortique où il y a une coarctation de l'aorte. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre en considération, c'est ce flux aortique au niveau de l'aorte ascendante. Si vous avez une coartation, une sténose aortique, obstacle sur la valve aortique, on ne peut pas le prendre en considération. Là, regardez ce qu'on doit faire. On doit prendre une coupe suprasternale et vous allez ici regarder au niveau de l'aorte ascendante. Vous allez mettre votre curseur au-dessous de l'artère sous-clavière et vous allez mesurer cet effet télédiastolique. Regardez le flux. Vous allez prendre la télédiastole, vous allez prendre cette valeur et si elle dépasse les 20 cm par seconde, vous êtes devant une insuffisance aortique importante. Mais là aussi, il y a des limites de ce paramètre. Là, en cas d'IA aiguë sévère, la décroissance rapide et régulière des vitesses va annuler l'effet télédiastolique et vous n'allez pas pouvoir trouver un effet important. Donc, en cas d'IA aiguë, il n'a pas de place. Et puis, attention en cas de variation de la fréquence cardiaque. En cas de tachycardie ou en cas de bradycardie, la valeur sera faussée et il y a un risque de surestimation en cas de tachycardie, sous-estimation en cas de bradycardie. Donc là, c'est à prendre en considération cet effet télédiastolique. Il faut vraiment avoir une fréquence cardiaque correcte pour le prendre en considération. Si vous avez une AFA, c'est une limite, mais pour contrecarrer cette limite, comme toutes les autres mesures de l'échographie cardiaque, il faut multiplier les mesures, il faut moyenner quelques cycles consécutifs. Donc voilà ce qu'on peut avoir quand on a une petite IA. Regardez cet effet télédiastolique, il est à 12 cm par seconde. Et quand on a une grosse IA, avec une fréquence cardiaque correcte, en dehors d'un obstacle aortique, on a un effet télédiastolique à 35. Donc là, ça montre que votre fuite aortique est importante. C'est un élément important à chercher. En dehors des quelques exceptions qui faussent le résultat, c'est vraiment quelque chose à chercher et qui pourra nous aider dans la quantification. Après, il y a les méthodes semi-quantitatives, la vena contracta, qui est un élément extrêmement important. Sinon, la hauteur du jet sur la hauteur de la chambre de chasse, ou la surface du jet sur la surface de la chambre de chasse, élément utilisé en pratique. La vena contracta est un élément très important. C'est la largeur du jet à l'origine. Donc là, vous allez la prendre la partie la plus étroite du flux régurgité, juste après l'orifice régurgité. Donc là, vous êtes sur une coupe, là où vous avez l'aorte ici, vous avez la valve aortique ici, le ventricule là. Donc là, c'est la fuite aortique. Vous allez prendre la partie régurgitée, cette tête régurgitée. Et ce que vous allez prendre comme vena contracta, c'est la zone la plus étroite ici. Il faut la mesurer en 2D. Il faut voir 3 composantes. Il faut avoir le flux régurgité, le flux de convergence et la surface du jet pour pouvoir faire un calcul correct. La zone de convergence peut être très bien visible pour pouvoir le calculer. Et cette vena contracta, si elle dépasse 6 mm, c'est en faveur d'une fuite aortique importante. La limite aussi, si vous avez des jets multiples. Donc là, jets excentriques ou jets multiples, ça peut causer des erreurs de mesure de cette vena contracta. Sinon, comme je vous ai dit, il y a la mesure de la hauteur du jet sur la hauteur de chambre de chasse ou la surface du jet sur la surface de la chambre de chasse. Là, il faut avoir des jets uniques, centrales, cylindriques, bien symétriques. Il faut des conditions très particulières pour la fête. Sinon, il y a des méthodes quantitatives. On peut quantifier à peu près la quantité de sang qui a régurgité dans le ventricule gauche au milieu de la diastole, grâce à la recherche de la surface de l'orifice régurgitant, par lequel on va estimer le volume régurgité ou la fraction de régurgitation, et ceci grâce à la méthode du PISA.
la zone de convergence. La méthode de Pisa, c'est la partie qui est au-dessus. Hein, si on est là sur la valve aortique, c'est la partie du côté aortique, c'est la partie de convergence, cette zone qu'il faut essayer de chercher, cette zone de convergence en modifiant le niveau de cuisse. Là, il faut le mettre en haut quand il s'agit d'une insuffisance aortique. Il faut que ça soit bleu. Entre le bleu et le rouge, c'est quand on voit une très jolie cercle et hémisphère, et que vous avez un niveau de cuisse entre 20 et 40, vous allez pouvoir chercher ce rayon R extrêmement important. Donc là, vous devez être en coupe apicale 3 cavités ou apicale 5 cavités. C'est possible en parasternal gantas des fois. Vous cherchez cette zone de régurgitation, cette zone-là. En modifiant le niveau ici entre 20 et 40, et vous allez pouvoir chercher ce rayon. Vous allez apprendre le rayon de cette valeur-là de niveau du cuisse que vous avez utilisé. Et puis, il faut faire un Doppler continu sur la valve aortique et avoir les valeurs Vmax et ITV aortique. Donc, 4 valeurs avec lesquelles on va pouvoir calculer le flux régurgitant qui n'est que 2pi R au carré fois VA. Donc, vous allez avoir le R que vous avez calculé, le niveau ici de la couleur VA. Vous allez pouvoir faire le flux régurgitant. La surface de l'orifice régurgitant, c'est 2pi R au carré, c'est-à-dire ce que vous venez de faire, mais divisé par Vmax en protodiastole. Vous prenez par le Doppler continu sur la valve aortique. Et le volume régurgitant, c'est la SOR, c'est la surface de l'orifice régurgitant fois l'ITV aortique. Et puis, pour la fraction de régurgitation, c'est le volume régurgité sur le volume d'éjection systolique. Donc, une SOR qui dépasse les 30 mm de carré, ça prédit une chute aortique sévère. Donc, à partir du couple 5 cavités, 3 cavités, ça peut être une parasternal grand axe. Vous allez diminuer la vitesse de Nyquist entre 20 et 40. Vous allez mesurer à l'aide du zoom le rayon de la sphère. Et puis, ça va vous permettre d'avoir la surface de l'orifice régurgitant qui doit dépasser 30 mm carré pour dire que l'IA est importante. Ça va vous permettre de déduire le volume régurgité qui doit dépasser les 60 ml pour dire que l'IA est importante. Donc là, regardez, on est en coupe 5 cavités, on est centré sur la zone aortique. Notre niveau de vitesse il est en haut. Vous voyez, votre image elle est en bleu. Et regardez, il y a juste un liseré entre le bleu et le rouge. On a une très jolie hémisphère ici. Ça nous permettra d'arrêter l'image et de faire l'image, de faire le calcul de ce rayon de Pisa. Là, il est à 0,6 cm, c'est-à-dire 6 mm. Le niveau du cuisse est à 42. Et puis, vous devez prendre en Doppler continu le flux, Doppler continu sur la fuite aortique. Donc, vous allez apprendre ces 4 valeurs. Vous avez le R, le niveau ici 42, et puis ici, il y aura 2 valeurs à prendre. C'est la Vmax, ici c'est 325, et l'ETV, il est ici à 158, et ça va vous permettre de calculer la surface de l'orifice régurgitant. Les nouvelles machines le font très bien. Donc, vous donnez juste ces 4 valeurs à la machine, et elle va vous donner votre SOR, votre surface de l'orifice régurgitant, qui n'est que 2pi R au carré fois VA sur Vmax protodiastolique. Donc là, une autre image, un autre exemple. Là, je prends toujours le R. Il y a toujours un niveau de cuisse qui est à prendre. Et puis, regardez le flux. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce flux-là? PHT est très importante. On est pratiquement à 150. Ça prédit qu'on est devant une IA importante. Même en la voyant comme ça, c'est important. Le rayon de Pisa, elle est à 10 mm, excusez-moi. Ça montre bien que vous êtes devant une IA importante. Et là, vous devez chercher la SOR qui va confirmer que votre IA est importante. Donc, attention aux G multiples. Même la méthode de Pisa, c'est une méthode importante de quantification des fuites, que ce soit aortique ou mitrale, mais attention aux G multiples. Attention à l'aspect qui n'est pas bien hémisphérique. Elle est un peu tronquée, cet hémisphère, elle peut vous fausser les résultats. Et quand la valve aortique est très calcifiée, vous ne pouvez peut-être pas pouvoir faire cette méthode du Pisa. Et là, vous êtes amené à chercher les arguments indirects de la quantification.
En cas de jet multiple, on a le moyen de faire la comparaison des débits, de débit au niveau aortique par rapport au volume d'éjection aortique par rapport au volume d'éjection d'une autre valve mitrale ou tricuspide. On n'utilise pas souvent en pratique courante et surtout utilisé quand on a des jets multiples. Donc, comment on cherche le débit sur les autres valves? Il faut toujours prendre le diamètre de la chambre de chasse et l'étirer sur cette valve pour vous comparer avec une autre. Comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose d'utilisation en pratique courante. Très important de regarder le retentissement, d'apprécier le retentissement sur le ventricule gauche. Et vous le savez que ça a même une implication sur l'indication opératoire. Donc, prendre une belle coupe sur le ventricule gauche pour bien calculer les diamètres. Le diamètre télédiastolique, le diamètre télésystolique du ventricule gauche, extrêmement important. Et puis, il faut regarder la fonction ventriculaire gauche. Il faut bien estimer la fraction d'éjection ventriculaire gauche, idéalement en Simpson, pour avoir une valeur on est au millimètre près. Hein. Là, c'est important de millilitres près pour pouvoir indiquer la chirurgie à temps. Donc, l'étape fondamentale, cette étape d'appréciation, c'est une implication dans la décision opératoire. Les diamètres télédiastoliques, télésystoliques de ventricule gauche, comme je vous ai dit, la FEVG, et puis les pressions artérielles pulmonaires systoliques. En bref, pour dire, je suis devant une insuffisance aortique importante. Si on se résume, c'est la vena contracta qui dépasse 6 mm. Si une surface d'orifice régurgitant supérieure ou égale à 30 mm², volume régurgitant supérieur à 60 ml, ou fraction de régurgitation supérieure à 50%, un effet télédiastolique au niveau de l'isthme aortique supérieur à 20 cm par seconde en dehors d'une tachycardie ou bradycardie ou obstacle aortique, un débit cardiaque qui dépasse 8 litres par minute, et puis je l'ai mis en peu moins important quand la PHT est inférieure à 200 millisecondes. Elle est à considérer si vous n'avez pas d'autres valvulopathie sévère et si les pressions ventriculaires gauche, le PDD-VG est normal, il n'y a pas de problème de charge. On peut évaluer avec, quand elle est inférieure à 200 millisecondes, ça peut prédire l'importance de l'insuffisance aortique. L'évaluation, vous la voyez donc par rapport aussi au ventricule gauche, parce qu'une insuffisance aortique moyenne ou petite, elle ne va pas toucher le ventricule gauche. S'il commence à se dilater, c'est elle est modérée à moyenne, et puis si elle est dilatée, c'est réellement que vous êtes une insuffisance aortique importante. Rien qu'en voyant un ventricule gauche dilaté, hypertrophique, vous n'avez pas d'autre cause, et que votre fuite aortique, elle est difficile à quantifier, méfiez-vous, parce que vous avez des arguments indirects d'une IA importante. Cherchez tous les moyens pour évaluer cette IA. Ça peut cacher une insuffisance aortique importante. La vena contracta, on a dit, quand elle dépasse 0,6, c'est une IA importante. Quand elle est minime, elle est inférieure à 0,3, cette vena contracta. Entre les deux, c'est l'IA modérée. Et puis les autres paramètres aussi, on a parlé de SOR. Si elle dépasse les 30, c'est que votre insuffisance aortique est importante. Quand elle est inférieure à 10, votre insuffisance aortique est minime. Entre les deux, c'est modéré. Aussi, la fraction de régurgitation, on a dit, supérieure à 50, c'est importante. Quand c'est inférieur à 30, elle est minime. Entre les deux, elle est modérée. Et puis, pour le volume régurgité, supérieur à 60%, c'est important. Inférieur à 30, c'est minime. Entre les deux, c'est modéré. Donc là, même dans les recommandations, les toutes dernières recommandations de 2021, c'est les critères qu'on a montrés tout à l'heure, les critères de définition d'une fuite aortique importante. Ça passe par la morphologie de la valve, le defect, si vous le voyez, ce large defect, par le jet couleur, et puis surtout sa densité, mais surtout par le vena contracta 6, PHT inférieur à 200, et puis les critères quantitatifs qu'on a dit, une surface donc ce qu'on vient de voir comme valeur, ils sont mis dans les recommandations avec une dilatation du ventricule gauche, un argument important et pertinent de l'importance de la fuite aortique. L'insuffisance aortique aiguë, c'est un peu particulier parce que ces causes sont particulières. C'est une cause, ça peut être infectieuse, par l'endocardite infectieuse, les dissections de l'aorte, la cause traumatique. Ça donne un tableau aigu d'insuffisance cardiaque congestive. Souvent, le patient sont en OAP. C'est une fuite mal tolérée parce qu'elle est aiguë. Il y a des signes radiologiques évidents. Si le patient n'a pas d'IA ancienne, le cœur sera petit qui va contraster avec un OAP. Et puis, à l'écho, on va voir un ventricule gauche non dilaté, hyperkinétique. Ça doit attirer votre attention sur votre ventricule gauche qui est hyperkinétique, non dilaté, avec une fuite très importante. Ça doit vous faire penser à une fuite aiguë. Et puis, le tuyau vous donnera le diagnostic d'une végétation, d'une perforation, d'un flap intimal, de dissection de l'aorte. Et ça reste une urgence médico-chirurgicale.
Traiter le traitement, c'est clair, c'est le traitement chirurgical dans des formes importantes. On surveille les formes minimes à modérées avec le risque d'endocardite infectieuse qu'il faut éviter. Une insuffisance aortique chronique importante chez le sujet et symptomatique, c'est clair. Donc, c'est la chirurgie d'emblée. Mais chez les patients asymptomatiques, là, c'est les autres critères échographiques. Je vous ai dit, c'est important de les prendre en considération parce qu'ils sont utiles dans l'indication thérapeutique. En cas d'insuffisance aortique aiguë importante, c'est la chirurgie sans délai, c'est une chirurgie urgente. Et si on a une dilatation de l'aorte ascendante, là, il faut regarder le diamètre maximal de l'aorte parce que ça va découler de ce diamètre-là l'indication chirurgicale. Et une fois on a une aorte ascendante atteinte, ça va être une chirurgie combinée de la valve et un remplacement de l'aorte ascendante avec une réimplantation des artères coronaires. Ce qu'ils disent les recommandations de 2021, quand on a une fuite aortique, il faut regarder est-ce qu'elle est importante. Si elle est importante, il faut regarder déjà, même avant l'importance, excusez-moi, avant de regarder l'importance, on a une fuite aortique, il faut regarder l'aorte. Si l'aorte ascendante est dilatée de façon significative, il faut opérer. Donc là, c'est quelle que soit la fuite aortique. Maintenant, s'il n'y a pas de teinte de l'aorte ascendante, il faut regarder la sévérité de la valve, la sévérité de la fuite. Si la fuite est sévère, elle n'est pas sévère, là, il faut juste surveiller. Si la fuite aortique sévère, c'est l'asymptomatique, il faut opérer d'emblée. Si la fuite est sévère, mais le patient est asymptomatique, il faut regarder son FEVG. Si son FEVG est inférieur ou égal à 50%, c'est pour ça que je vous ai dit, les 49, ce n'est pas comme le 52. Donc, il faut bien évaluer la fraction d'éjection ventriculaire à gauche. S'il est inférieur ou égal à 50%, il faut opérer. Ou bien, si votre ventricule gauche est dilaté, et là, on prend en considération le diamètre télésystolique du ventricule gauche, s'il dépasse 50 mm, il faut y aller. C'est important, les mesures et les coupes qui doivent être bien faites. Ou bien, vous prenez en indexé un diamètre au-delà de 25 mm par mètre carré de diamètre télédiastolique du ventricule gauche. Sinon, par rapport à l'aorte et la valeur de l'aorte, donc ça c'est clair par rapport à la valvulopathie, une IA, quel que soit avec, quand elle est sévère et symptomatique, on opère, sévère asymptomatique, il faut regarder le VG, son FVG, sa dilatation. Sinon, quel que soit l'IA, il faut regarder l'aorte. Ici, l'aorte est dilatée. Et là, pour tous les patients, quand l'aorte elle dépasse les 55 mm, il faut opérer la valve et on change l'aorte. Le cas particulier de la bicuspédie aortique, si on a une bicuspédie aortique avec une aorte au-delà de 50 mm, il faut opérer, surtout si on a des facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque? Il faut préciser, là, il faut s'assurer que vous n'êtes pas devant une patiente qui prépare une grossesse, devant quelqu'un qui a une maladie inflammatoire qui risque d'évoluer sur son aorte. S'il y a des antécédents de dissection de l'aorte, c'est des gens qu'il faut opérer à 50 avec une bicuspédie. À 45 mm, s'il s'agit de maladies de Marfan, c'est des patients qui ont des facteurs de risque. Donc, on peut aller jusqu'à 45 mm de diamètre de l'aorte. Donc, c'était les indications qu'il fallait retenir en cas de fuite aortique. C'est ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Si on a des G multiples, pour la quantification, très bien. Ça je l'ai mis en fait, mais je ne me suis pas tardée trop sur la quantification de la fuite aortique en cas de G multiples. Réellement, avant de revenir sur ces comparaisons de débit, je crois que l'élément le plus important, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Si vous avez des G multiples avec un ventricule gauche dilaté, hypertrophié, avec des PAPS élevés, et si par malchance aussi le patient est symptomatique, il faut la considérer comme importante, cette IA. Il faut voir l'effet télédiastolique, s'il est inférieur à 20 cm par seconde. Il faut regarder les choses de façon indirecte. Sinon, il y a la différence de débit entre les débits sur la valve aortique par rapport au débit sur les autres valves. Et cette différence, si elle est significative, ça démontre que vous avez une fuite importante. Mais surtout, ça reste le bon sens et le retentissement sur les cavités gauches qui vont nous permettre d'estimer réellement si cette fuite est importante. Il y a la sommation des rayons de PISA. On peut faire la sommation. C'est vrai que ce n'est pas très précis parce que vous aurez du mal à voir un Vmax pour chaque rayon de PISA comme dans l'IM. Donc, oui, c'est possible aussi.
Oui. La PHT, elle n'est pas valide quand il s'agit d'une association à une fuite mitrale importante ou un rétrécissement aortique important. La cause en est simple. La PHT, c'est une différence de pression. Chaque fois qu'on a une valvulopathie ou une cause qui va augmenter la PTDVG en dehors de l'IA, ça va causer des modifications de cette PHT et ça va fausser votre estimation. Non, pardon, vous dites? D'accord, très bien. Votre question, c'est par rapport au degré de sévérité de l'autre valvulopathie. Très bonne question. Non, pour les petites valvulopathies mitrales, une petite fuite ou un rétrécissement aortique, style une sclérose aortique, non, ça n'entrave pas l'évaluation. Il faut que ça soit une valvulopathie sévère sur la mitrale ou le rétrécissement aortique. Très bonne question. Les toutes petites fuites ou les fuites modérées ne modifient pas vraiment la PHT et ça peut rester un argument fiable de l'évaluation. Comme je vous dis, c'est un ensemble d'arguments, il faut voir le tout. Il faut regarder toutes tous les arguments qu'on a, le bon sens clinique et le retentissement pour dire qu'on est devant une fuite importante. Je ne sais pas si les gens ont le téléphone. Je vais revenir sur... Bon. Voilà. Il n'y a rien sur la discussion. Il n'y a pas un monde fou finalement, ils sont 8 en ligne. Hein. D'accord. Je vais arrêter le partage. Je vous remercie pour votre assiduité et ceux qui sont là, qui sont nombreux, ainsi que ceux qui sont en ligne.